qu'est-ce qu'on a essayé de faire ici? Eh bien, on a essayé, c'est complètement immodeste et donc tout à fait fou, d'essayer de proposer un modèle compréhensif de qualité du travail qui nous permettrait de mesurer si on va vers le better ou vers le worse work. Et ce modèle, il se veut à la fois descriptif, donc on va essayer d'intégrer toute une série de dimensions qui vont nous permettre vraiment de décrire la situation du travailleur, de la travailleuse. Il est ancré dans l'expérience du travailleur ou de la travailleuse. Ça, c'est l'ancrage du modèle. Mais ce modèle, pour descriptif qu'il soit, doit aussi nous permettre d'être évaluatif. C'est ça l'enjeu normatif du better or worse work, d'avoir une finalité en ligne de mire et de voir si on avance ou si on recule dans les différentes dimensions du better ou worse work. Donc, eh bien, je pense qu'à ce stade, dans les 3 jours de colloque, on est tous certainement sur la même page. On a vu combien les crises liées au Covid, le Covid lui-même, les crises attenantes ont mis en évidence les dynamiques de marchandisation, de despotisme au travail et de pollution qui doivent être absolument inversées. Et nous sommes donc dans cette perspective en train de vous proposer maintenant sous vos yeux donc la construction de ce modèle. Alors, ce modèle, donc il est arrimé sur l'idée qu'il y a 3 grandes finalités qui sont structurantes de l'expérience du travail, de la mesure de l'expérience du travail. Ces 3 finalités, elles correspondent à ce que Boltanski et Chapelleau avaient indiqué dans l'esprit le nouvel esprit du capitalisme, comme étant les 3 grandes questions que le capitalisme doit résoudre s'il veut continuer à rester légitime. Mais en fait, on les retrouve comme les 3 grandes dimensions qui nourrissent aussi le projet démocratique. Une finalité est la finalité d'autonomie, autonomie au sens individuel et collectif. Chaque fois, ces 3 finalités sont toujours individuelles et collectives. Okay, elles se donnent à voir sur les 2 aspects. Dimension de sécurité, sécurisation des parcours, sécurité des revenus, et une dimension que l'on a appelée prospérité, qui a à voir avec le modèle de développement, à savoir si, oui ou non, nous sommes dans un modèle qui est durable, d'un modèle de développement qui est durable ou pas. La dimension d'autonomie a à voir avec la capacité des travailleurs à s'approprier les conditions de leur travail, les moyens pour mettre en œuvre leur travail, mais aussi définir les finalités de leur travail. Ça, au plan individuel. Et au plan collectif, cela a à voir avec, évidemment, la capacité des travailleurs collectivement à défendre leur vision de la société, et cela pas seulement au niveau de l'entreprise, donc pas seulement peser sur le gouvernement de l'entreprise, mais peser sur l'orientation du projet de société en général. La dimension de la sécurité, elle, évidemment, au plan individuel, il s'agit de la capacité à sécuriser des revenus, des conditions de travail décentes, tout ce qu'il y a autour du revenu, aussi évidemment les droits liés qui sont gérés dans les pays occidentaux par la sécurité sociale, la pension, etc., la santé, mais aussi au plan collectif, sécuriser une situation des travailleurs qui est globalement, à l'échelle de la société, est respectueuse de leur dignité, et donc un modèle de développement qui est un modèle de développement qui fait place au travail comme une expérience centrale de la société. Enfin, prospérité, l'empreinte environnementale du poste de travail en tant que tel, c'est ce qui est la définition un peu des green jobs dans la littérature économique très étroite. Et au plan collectif, on propose l'empreinte environnementale de l'ensemble du produit ou de l'ensemble du service, c'est-à-dire qui va intégrer toute la pollution ou toute l'empreinte de l'échelle de la chaîne de valeur qui a permis de constituer ou d'arriver à la production finale du service. Et donc, il n'est pas limité, une empreinte qui n'est pas limitée à, par exemple, une secrétaire qui travaille dans le secteur automobile. Si on regarde juste son poste de travail, elle-même pollue peut-être très peu, mais par contre, elle participe. Donc, ça, c'est la dimension individuelle.
la dimension collective, ça va être évidemment l'empreinte du secteur rapportée au nombre de personnes qui travaillent dans le secteur. Alors, comment est-ce qu'on construit un modèle qui est donc arrimé sur ces trois grandes dimensions en fait, du travail, de la qualité du travail? D'abord, on commence par Marx, vous ne serez pas étonnés. Dans la description de Marx, évidemment, dans la grande entreprise, nous avons une distinction entre capital et travail. Il y a un rapport d'exploitation entre le capital et le travail, et il y a un rapport potentiellement d'aliénation également qui passe par la mobilisation du management qui va mettre au travail selon des finalités qui ne sont pas du tout accessibles aux travailleurs. Donc, nous avons cette distinction. Ensuite, nous allons faire sortir le capital du schéma parce que le cadre légal permet justement d'attacher au capital des droits politiques de gouverner le travail qui ne nécessitent pas forcément que le capital soit en fait présent dans l'opération même de l'entreprise. Donc, les acteurs en tant que tels restent, les acteurs capitalistes restent en dehors de la vie de l'entreprise, mais exercent par le biais de leurs droits politiques la capacité de pouvoir gouverner les travailleurs et les entités de production. On doit aller assez vite, donc je vais proposer à Julien de continuer à vous présenter. Donc, vous voyez, on empile ici les dimensions de la description qui vont nous permettre d'arriver à un rendu de la qualité du travail. Merci Isabelle. Je pense que c'est toutes des choses que vous connaissez par ailleurs, et donc c'est pour ça qu'on se permet aussi d'aller au pas de charge sur tous ces éléments. Typiquement, vous avez lu, sans doute toutes et tous, lu de la sociologie des organisations, et vous savez que l'organisation du travail et la place qu'occupe tout le management exécutif dans l'entreprise est un des éléments constitutifs de l'expérience du travail pour les travailleurs, voire même de la courroie de transmission entre le capitalisme entendu comme système et puis la façon dont les uns et les autres font l'expérience du travail. Mais cette fonction exécutive du management, elle est largement déterminée par la façon dont le conseil d'administration de l'entreprise en question, de la société en question pour être précis, va déterminer les finalités. C'est en se soumettant à ça et en administrant ces finalités qui ont été définies par le CA et l'AG, le conseil d'administration et l'Assemblée générale de la société, que les fonctions exécutives vont réaliser leur mission. Donc, si on continue à empiler les couches ou à additionner ou à découper les morceaux, il faut rappeler simplement aussi que l'entreprise, elle n'est rien si elle ne parvient pas à produire des biens ou des services sur un marché, donc à échanger avec des clients ou des usagers, si on est dans le cas d'un service public, par exemple, et donc à contractualiser aussi des relations avec cette entité, tantôt externe, tantôt interne de l'entreprise. Donc, le cadre gris qui apparaît autour des 4 éléments centraux, c'est la définition, c'est ce qu'on entend généralement par une entreprise, mais par exemple, dans le cas d'une SCI, d'une société coopérative d'intérêt collectif en France, les clients et les usagers sont représentés au sein du conseil d'administration de la société via l'achat antérieur de parts sociales. Et donc, le périmètre de l'entreprise peut aussi être amené à évoluer au-delà des 4 éléments centraux. Alors, il y a 2 grands éléments qui manquaient jusqu'à présent et qui sont au cœur de toute la théorie de la régulation quand elle décrit le rapport salarial fordiste, qui sont toutes les instances de négociation qui ont lieu entre toutes les instances paritaires qui se déploient à l'extérieur de l'entreprise, au niveau de la branche, au niveau de l'État, de l'ensemble du territoire national, et puis la façon dont les pouvoirs publics interagissent non seulement avec ces entités-là, mais aussi directement avec les travailleurs et avec la société au sens juridique du terme. Typiquement, les salaires sont soumis à la négociation collective sous un contrôle de l'État, et donc on ne peut pas ne pas prendre en charge ces déterminants-là dans la définition, dans l'évaluation de l'expérience de travail, quelle qu'elle soit. Enfin, on verra après que ce n'est pas nécessairement le cas. Si on travaille dans l'économie informelle, si on travaille au noir, pour le dire simplement, ces entités-là ont un poids beaucoup moins déterminant sur l'expérience de travail. Alors, on l'a vu aussi,
ici, on passe à nouveau par Robert Boyer, qui faisait toute une liste des modalités de transformation de ce rapport salarial sous l'effet d'une demande de flexibilisation des relations de travail. Je ne vais pas toutes les détailler, mais en tout cas, la place des fournisseurs, typiquement des agences d'intérim, par exemple, qui viennent transformer tout ce cadre légal et toute cette relation de travail en fournissant parfois du travail plutôt qu'en fournissant des biens et des services. Je continue à aller très vite. Alors, la tertiarisation qui vient à intensifier la relation entre le client et les travailleurs, avec une relation de service qui crée des relations souvent directes entre le travailleur et les bénéficiaires et qui conduit à mettre en cause de façon plus ou moins importante la différenciation entre les fonctions d'exécution et les fonctions de conception du travail dans l'entreprise. Alors, sur ce cadre-ci, la seule chose qu'on voulait rappeler, c'était donc le périmètre évolutif de l'entreprise, qui est variable dans un cas ou dans un autre. Tantôt, les fournisseurs peuvent être partie prenante de l'entreprise, tantôt, c'est partie constituante de l'entreprise, tantôt, ils n'en sont pas. Et là, il y a toute une question à appréhender, de savoir comment est-ce qu'on va poser le cadre de l'entreprise. Alors, ce dessin très formel devient peut-être un peu plus pertinent quand on analyse un cas pratique. Typiquement, si on prend une même fonction, un technicien lumière dans un secteur du spectacle qui travaillerait par exemple au sein d'un centre culturel qui en Belgique sont largement financés par l'État, qui participe d'ailleurs au conseil d'administration de ces associations, ces ASBL en Belgique, qui sont attachés à une commission paritaire, donc à une négociation de branche particulière. Tous ces éléments viennent déterminer la relation de travail et donc l'expérience de l'autonomie et de la sécurité, voire l'enjeu de prospérité, si ces enjeux-là sont portés par le conseil d'administration et l'assemblée générale de l'entreprise. Si on mobilise le même type d'activité, mais en passant par SMART, donc une coopérative de travailleurs autonomes dont on a largement parlé dans les années antérieures au CRIMT, Isabelle et moi, on voit que typiquement le centre culturel, donc l'employeur, devient ici le client ou l'usager du travailleur parce qu'il va leur vendre son service et c'est SMART qui va facturer les services réalisés par le travailleur au centre culturel en question en échange de la rémunération et d'une ponction sur le salaire. Et on voit que dans ce cadre-là, par exemple, le travailleur n'a plus accès au conseil d'entreprise, donc aux organes de représentation collective à l'intérieur de l'entreprise centre culturel, mais pas non plus chez Smart. On passe les détails des difficultés d'accès pour les travailleurs à ces espaces-là, mais par contre, il a accès à l'Assemblée générale de la coopérative qui lui permet de peser sur d'autres pans de son travail auxquels il n'avait pas du tout accès quand il était uniquement salarié de son centre culturel. Ouais, j'atterris. Par contre, si la technique veut bien me suivre, parce qu'il ne passe pas le slide suivant, j'appuie, il ne se passe rien. Il y a des choses qui n'étaient pas prévues. Voilà. Par contre, si, comme je le disais tout à l'heure, il travaille dans l'économie informelle et que son travail n'est pas déclaré, on voit comment toute une série d'entités disparaissent et la nature des relations entre les différentes composantes du schéma qu'on avait mentionné tout à l'heure sont transformées. Ce sur quoi on voulait arriver ici, et ici c'est vraiment dans la façon dont c'est thématisé ici ici à titre purement illustratif, il n'y a pas de valeur définie et arrêtée sur chacun des points, mais ce qu'on voulait représenter, c'était ce dont on discutait dans l'atelier précédent, la renégociation du trade-off entre autonomie et sécurité, et ici en y ajoutant prospérité, en fonction des différents cadres de travail, avec un triangle orange qui détermine, c'était efficace, merci Isabelle, qui détermine les conditions objectives, l'ensemble des paramètres collectifs de l'expérience de travail, et puis une situation individuelle qui va être plus ou moins
qui va permettre d'aller au-delà ou qui va être un peu en deçà de ces enjeux-là. Et typiquement, dans le travail salarié, s'il y a une grande autonomie collective via les conquêtes du mouvement ouvrier, la capacité à peser sur le conseil d'entreprise pour utiliser l'une des instances de représentation collective des travailleurs au sein des entreprises, on voit qu'au niveau de l'exécution des tâches, on sait que le mouvement ouvrier et le mouvement syndical se sont largement on sous-investit cette question et donc l'autonomie individuelle dans le travail n'est pas particulièrement ambitieuse dans ce cas-là. Alors que, et on voit que sur ces enjeux-là, si on vient au troisième triangle, l'autonomie dans l'exécution des tâches, en fait, pour le travailleur qui n'est pas déclaré, elle va être à peu près identique. Si le directeur du théâtre est derrière lui et lui dit ce qu'il doit faire, il ne va en réalité pas pouvoir exécuter grand-chose. L'enjeu de prospérité est identique parce que le contenu de l'activité et l'institution dans laquelle ce travail se réalise est identique. Mais par contre, sur la question de la sécurité, là, on est à zéro sur le dernier plan. Par exemple, une petite erreur, ce qu'on a fait sur l'autonomie individuelle via Smart. Justement, là, on dirait que c'est la même chose que pour le salarié. Effectivement, l'enjeu était de la... L'enjeu est justement de montrer que là, il y a un gain. Il y a une erreur dans la représentation graphique dans ce cas-là. Et donc, peut-être juste pour terminer avec une phrase, c'est quand on dit « better, worse, work », la question, c'est aussi d'évaluer par rapport à quoi. Et donc, si on revient sur ce slide-ci, on voit que si on évalue SMART en regard du travail salarié, il y a des pertes à plein d'égards, mais il y a aussi des gains à d'autres égards. Mais si on le regarde en regard du travail au noir, on voit qu'on est dans une situation beaucoup plus confortable pour l'ensemble des travailleurs. Et donc, cette question-là nous paraît centrale. Donc, décrire, c'est une chose avec les outils qu'on proposait et le schéma, mais sur la question de l'évaluation, ça nous semble impossible de pouvoir construire une évaluation qui ne soit pas dans le même temps une comparaison avec une situation soit idéale, soit une autre situation existante. Et je m'arrêterai sur ça.